officiellement le chef de la magistrature suprême au Burkina. Une cérémonie hautement solennelle vient de s'achever du côté du Palais des Sports de Ouagadougou. Depuis ce jour, vendredi 21 novembre 2014, la passation de charge entre le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida et le président Michel Kafando est effective. À l'occasion, plusieurs personnalités ont fait le déplacement de Ouagadougou. 6 chefs d'État, un chef de gouvernement et 2 ministres des Affaires étrangères en ce qui concerne les pays de la sous-région. Et puis, toujours en titre dans une autre actualité, celle portant sur la composition du Conseil national de transition, tandis que la liste des 25 représentants des OSC se fait attendre. 2 noms ont émergé du côté du centre de presse Norbert Zongo. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et merci de suivre l'actualité sur la télévision du Burkina. Après donc la cérémonie marquant son investiture le 19 novembre dernier, le chef de l'État endosse pleinement aujourd'hui ses fonctions. Michel Kafando est désormais président du Faso, chef suprême des armées. Dans son le président Kafando a tenu à rendre hommage. Je vous propose un extrait. Nous revenons de loin. Il y a seulement 3 semaines, celui calme où nous sommes joyeusement réunis a été témoin de l'insurrection populaire qui a ébranlé notre pays. Jamais au cours de sa longue histoire, le Burkina n'a été confronté à une aussi tragique et douloureuse épreuve. Jamais, depuis que nous sommes indépendants, nous n'avons été au-devant d'une situation qui, sans le secours de Dieu, nous aurait mené tout droit au cataclysme. Le bilan lui-même est parlant. Des vies humaines fauchées en pleine jeunesse, de très nombreux blessés, des maisons incendiées, des biens pillés et par-dessus tout, cette psychose et ce traumatisme dont nos vaillantes populations sont à jamais meurtries. Nous payons ainsi le prix des errements et de l'aveuglement d'un système qui, jusqu'à l'entêtement, a refusé de regarder la réalité en face. Cette révolution n'est que la résultante d'une exaspération sociale face à l'injustice flagrante, au népotisme, à l'impunité et à la corruption. Voilà un pays modeste et humble dont la simplicité de vie des populations aurait pu en faire un modèle de développement homogène et égalitaire. Tel était au demeurant l'idéal prôné par la Révolution de 1983. En lieu et place, 30 ans après, nous assistons à un saut qualitatif et surtout quantitatif, brusque, pourvoyeur de richesses inexpliquées, de privilèges indus, d'avantages oligarchiques. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice, plus jamais de gabegie, plus jamais de corruption. Tout nous conduit donc à prendre nos responsabilités pour répondre à cet appel. C'est dire que les actions que nous engagerons dès l'entame de notre mandat seront essentiellement centrées sur ce que nous considérons comme un mandat impératif. Toute ma vie, je me suis toujours fait une haute idée du respect du bien public et milité pour l'avènement d'une vraie justice sociale. L'on comprendra donc pourquoi, avec ceux qui ont méprisé cette justice et qui pensent qu'ils peuvent impunément dilapider les deniers publics, nous réglerons bientôt les comptes.
En un mot, nous entendons ramener la morale à la première place dans l'exercice du pouvoir politique. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où se tient cette cérémonie de passation des charges, je tiens à rendre un hommage appuyé au chef de l'État sortant, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. Je tiens à lui rendre hommage, lui et son équipe, pour leur sens élevé des responsabilités et du devoir patriotique qui a permis à notre pays d'échapper au chaos. Voilà donc pour un extrait du discours que vous avez pu suivre en direct. Alors à cette cérémonie qui consacre le président Michel Kafando, chef suprême des armées, vous l'avez aperçu dans les images, plusieurs personnalités étaient présentes, 6 chefs d'État, un chef de gouvernement et 2 ministres des Affaires étrangères ont fait le déplacement de Ouagadougou. Ils sont tous arrivés cet après-midi et ont été accueillis par le Premier ministre à l'aéroport international de Ouagadougou. L'ambiance dans ce reportage signé Alassane Zéo et Moumouni Soubeiga. Ils sont 6 chefs d'État à fouler le sol du pays des hommes intègres cet après-midi. C'est le président de la République du Bénin qui a été le premier à arriver. Il est suivi de John Dramani Mahama du Ghana, de Mohamed Abdelaziz de la Mauritanie, de Mahamadou Issoufou du Niger, de Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et de Macky Sall du Sénégal. En plus de ces 6 chefs d'État, le Premier ministre togolais et les ministres des Affaires étrangères du Nigeria et de la Côte d'Ivoire ont représenté leurs pays respectifs. Ces chefs d'État et de gouvernement ont été accueillis par le Premier ministre Zida en personne. Tour à tour, chacune de ces personnalités a reçu des honneurs dignes de son rang avant d'échanger avec le Premier ministre au salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou. Les représentants de ces pays de la sous-région ont effectué le déplacement de Ouagadougou pour prendre part à la cérémonie de passation de charges du président Michel Kafando. Il s'agit pour ces pays d'apporter leur soutien aux nouvelles autorités pour la réussite de la transition au Burkina Faso. En attendant d'aborder d'autres aspects de cette cérémonie de passation de charges, faisons à présent le point sur la composition du CNT. Les 2 représentants de la presse privée au sein du Conseil national de transition sont connus. Il s'agit de Chérif Sy et de Bakary Koné. Le vote s'est déroulé de façon très rapide au centre de presse Norbert Zongo, nous confie Draman Guéné. Chérif Sy et Bakary Koné vont siéger au Conseil national de transition pour le compte de la presse. À l'issue des échanges entre les participants mandatés, le consensus n'a pu être dégagé pour les 3 candidats inscrits. C'est donc par le biais d'un vote que Chérif Sy et Bakary Koné ont mis en minorité André Eugène Ilbodo. Comme un consensus n'a pas pu se dégager, nous avons en même temps procédé au vote. Voilà, pour retenir en tout cas les 2 représentants de la presse privée au niveau du Conseil national de transition. On avait 7 votants. Voilà, au premier, il fallait dégager une majorité absolue. Voilà, pour le premier vote, c'est Chérif Sy qui l'a remporté. Et pour le second, c'est Bakary Koné voilà, qui a remporté le second siège. Ces 2 noms vont compléter la liste des désignés des organisations de la société civile pour transmission au Premier ministre ce vendredi. Et puis, ce communiqué apporté à votre connaissance, il est porté donc à la connaissance des forces vives de la nation, y compris les forces de défense et de sécurité ainsi que des personnes concernées, que le premier Conseil des ministres et la première session du Conseil national de la transition, initialement prévus pour ce samedi 22 novembre 2014, sont reportés et se tiendront à une date qui sera fixée dans un communiqué ultérieur. Ouagadougou le 21 novembre 2014 et c'est signé le président du Faso, Michel Kafando. Du côté des organisations de la société civile, le deadline, lui, n'a pas été respecté. Manifestement,
La liste des 25 représentants des organisations de la société civile au sein donc du Conseil national de transition peine à être établie. Hier à Bobo Dioulasso, des voix se sont élevées pour dénoncer le mode de désignation qui ne fait pas l'unanimité. Le point avec Kadou Romenki. Frustration au sein des organisations de la société civile OSC. À cette conférence de presse, les représentants des mouvements Y en a marre, le Balai citoyen et le collectif anti-référendum désapprouvent la méthode de désignation des 25 représentants des OSC au sein du Conseil national de transition. Une méthode qui, selon eux, ne prend pas en compte l'ensemble des OSC. Franchement, au niveau des OSC, nous pensons qu'il y a un sérieux problème parce que le système de caucus mis en place, pour nous, ne sera pas conforme réellement à ce que la charte dit. Parce que la charte veut une représentation inclusive et qui va prendre en compte pratiquement, parce que c'est une représentation nationale. Donc voilà pourquoi nous estimons que en fait, cela aurait pu se passer d'une autre manière en concertant les différentes régions pour que chaque OST dans sa région puisse quand même trouver les personnes qu'elle pense vraiment représenter valablement pour que chaque région soit réellement représentée. Selon le porte-parole des OSC section Bobo, cette situation serait due à un manque de communication. Il n'y a pas eu de cadre de concertation parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau des régions, il y a beaucoup d'OSC qui sont locales. Donc qui n'ont pas de représentation sur le plan national, donc qui n'ont pas même su comment les choses se passaient. Même cette histoire de caucus, vous partez dans beaucoup de régions, vous parlez de ça aux représentants des OSC, ils ne savent pas ce que c'est. Voilà, je crois qu'il y aurait fallu d'abord un cadre de concertation entre la coordination nationale des OSC et les coordinations régionales et les différents OSC qui est au niveau local pour quand même expliquer comment les choses allaient se passer avant d'entamer le processus de désignation de ces représentants-là. Toujours, selon les dires du porte-parole des OSC, section Bobo, sur 100 mouvements de jeunesse, seulement environ 10 ont une coordination nationale. Ces mouvements, quoique régionaux, ont joué un rôle très important dans le renversement du régime Blaise Compaoré. Et selon lui, il serait juste et bon que ces mouvements participent à la désignation de ceux qui les représenteront au sein du Conseil national de transition. Dans l'actualité également, la commémoration du 11 décembre à Dédougou, chef-lieu de la région de la boucle du Mouroun. La conférence inaugurale a porté sur le rôle des collectivités territoriales dans l'émergence du Burkina Faso. Cette conférence se veut la première d'une série qui va se tenir dans toutes les régions du Burkina. Les précisions avec Francis Tien. Rôle et responsabilité des collectivités territoriales pour l'émergence du Burkina Faso, c'est le thème retenu pour la célébration du 54e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burkina dans la cité de Bangui. Un thème qui a fait l'objet de 3 communications lors de la conférence inaugurale. Des communications qui ont permis au public de savoir plus sur le rôle et la responsabilité des collectivités. Axé sur la décentralisation et le rôle des différents acteurs, le premier panel a révélé les objectifs de la décentralisation. Selon le conférencier, l'État, à travers ce mode de développement, veut parvenir au bien-être de tous. Un bien-être qui nécessite cependant l'appui de l'État en amont. Ce qui est attendu de l'État, c'est aider les collectivités à aménager leur territoire et qu'on puisse accroître la production agricole. Animé par l'économiste Kobiani, le deuxième panel a permis à l'Assemblée d'appréhender l'impact des pôles de croissance sur l'émergence. À travers la dernière communication sur les appuis de l'État aux collectivités, le dernier intervenant s'est appesanti sur l'apport de l'État, notamment le fonds d'appui aux collectivités. Pour que les collectivités puissent jouer pleinement leur rôle, une sensibilisation des différents acteurs s'impose. D'abord, il y a l'appropriation du processus par les différents acteurs de la décentralisation. Personne ne joue son rôle, il ne le joue pas parce que les gens ne comprennent pas leur rôle. Selon le public qui a suivi avec intérêt les différents exposés, l'espoir est permis pour l'émergence. Il y a espoir pour l'émergence du Burkina. Ce sont des changements progressifs positifs qui vont nous permettre d'atteindre l'émergence. Rendez-vous a été donné dans d'autres localités de la boucle du monde pour les conférences à venir. À présent, une bonne nouvelle pour le Burkina, mais aussi pour les autres pays qui forment le C4 et bénéficiant du projet de partenariat pour le coton.
L'USAID renouvelle son soutien dont la vision s'inscrit dans une amélioration conséquente et durable de la sécurité alimentaire. En plus du Burkina, donc, le Bénin, le Mali et le Tchad sont touchés par ce projet qui va s'exécuter les 4 années à venir. Estelle Judith Assogba pour plus de précisions. Les sociétés cotonnières et les égreneuses des pays du C4, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, ont bénéficié de 2006 à l'année dernière d'un appui du programme de renforcement du secteur coton en Afrique de l'Ouest, WACIP. Un programme financé par l'USAID qui avait permis à ces pays d'améliorer la productivité de leur secteur cotonnier. Aujourd'hui, il s'agit d'aller au-delà de ces résultats et d'assurer la sécurité alimentaire des ménages. Le projet de partenariat pour le coton dans les pays du C4 qui vient d'être lancé va axer ses activités sur ce volet. Avec ce programme, nous allons continuer de prendre comme priorité l'augmentation de la productivité agricole, mais aussi comme nous ne voulons pas avoir un programme qui est là pour toujours, ce qui est impossible. Donc il est forcément nécessaire de développer un partenariat stratégique avec les sociétés cotonnières, avec les institutions nationales et régionales, pour qu'au-delà, à la fin du programme, ces structures peuvent continuer de servir les communautés. Ce nouveau programme prend en compte le coton, les cultures de rotation et les légumineuses. Son objectif est d'augmenter les revenus des producteurs et surtout des productrices des exploitations cotonnières et transformateurs de coton dans les zones ciblées du C4. Nous voulons, cette fois-ci, avec le programme C4 CP, mettre l'accent sur les aspects de genre pour que le rôle de la femme soit beaucoup plus considéré avec des activités économiques, avec des activités de renforcement des capacités, mais aussi avec des activités de sensibilisation pour que les femmes puissent probablement avoir accès à la terre, avoir beaucoup plus accès dans les institutions et aussi les services financiers. Le programme va s'exécuter sur 4 ans. Le gouvernement américain et coordonnateur du projet fonde l'espoir de voir accroître la sécurité alimentaire dans les zones ciblées des pays du C4. De la santé, on en parle avec la lutte contre la pratique de l'excision. Une autre dimension dans cette lutte est de plus en plus prise en compte par le Conseil national chargé donc, de la lutte à Dori. Les acteurs se sont retrouvés pour s'intéresser à la lutte contre la pratique transfrontalière de l'excision. Dans cette démarche, l'appui de l'ambassade royale du Danemark est capital, nous dit Bernard Diasso. L'objectif général de cette rencontre, contribuer à la réduction de la pratique transfrontalière de l'excision entre le Burkina Faso et le Niger. Pour la secrétaire permanente du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision est ce fléau qui porte atteinte aux droits élémentaires des femmes et des filles, dont celui de jouir de leur intégrité physique. Aussi a-t-elle dévoilé l'une des stratégies de sa structure pour mettre fin à la pratique. C'est de lutter au niveau donc des frontières. Parce que vous savez que la région du Sahel est frontalière avec le Mali et le Niger. Et dans ces pays, soit il n'y a pas de loi ou la loi n'est pas appliquée. Donc les populations n'hésitent pas à franchir donc, cette frontière-là pour aller faire exciser leurs filles. Donc nous sommes dit qu'il serait bon de mettre en place un cadre de concertation au niveau donc, régional pour permettre aux acteurs régionaux qui sont sur place de lutter, d'être des acteurs terrain pour lutter donc contre cette pratique transfrontalière. Au-delà de cette vision, il s'est agi de renforcer la coopération entre ces différents acteurs, mais aussi de recenser les différents acquis et les difficultés rencontrées par rapport à la lutte contre la pratique de l'excision. Les hommes sont en partie responsables de la persistance de ce fléau. Parce que si chaque homme prend la décision que sa fille ne serait pas excisée, vous verrez que ce fléau va s'arrêter. Pour mémoire, le taux de prévalence nationale de l'excision est de 49,55% pour la tranche d'âge de 0 à 60 ans et plus. Raison de plus pour la première responsable du SPCNLPE de lancer un appel à toutes les composantes de la société pour une mobilisation conséquente et une synergie d'action. Seule condition pour l'atteinte de la tolérance zéro. Toujours dans le Sahel, une autre lutte connaît l'engagement ferme des leaders communautaires des provinces du Séno et du Yaga.
Il s'agit de celles menées contre les violences faites aux femmes et aux filles. Publiquement, ces leaders s'inscrivent fermement dans la droite ligne de la campagne dénommée « Nous pouvons » avec pour objectif de sensibiliser sur les violences dont sont quotidiennement victimes les femmes et les filles. Les précisions toujours de Bernard Diasso. Des scènes qui font rire mais qui traduisent, hélas, une réalité quotidienne. Celle des violences faites aux femmes et aux filles. C'est par du Théâtre Forum que la Coalition nationale contre les violences faites aux femmes et aux filles, avec l'appui d'Oxfam Québec, entend sensibiliser les populations burkinabées. Ici, à Seba, dans la province du Yaga, ou encore là, à Débéré-Talata, dans la commune de Dori, le message est le même. Barrer la route à la violence conjugale, aux mutilations génitales féminines et aux mariages précoces qui ont de graves conséquences sur la santé des femmes. Nous voulons que non seulement les violences ne se pratiquent plus, mais que ces personnes qui ont compris amènent même d'autres personnes à comprendre que ce n'est pas bien de faire la violence, tout simplement parce que c'est réprimé par la loi, et même plus parce qu'il y a des problèmes de santé, problèmes d'épanouissement de la jeune fille, de la femme, et partant un problème même de développement du Burkina Faso. Après 4 années d'activité, la campagne Nous pouvons arrive à terme et ses responsables veulent obtenir une adhésion totale de toutes les composantes des communautés, d'où l'initiative de la déclaration publique contre les violences faites aux femmes et aux filles, de leaders communautaires composés essentiellement de responsables religieux et coutumiers en présence de leurs communautés respectives. Ils se sont engagés pour lutter contre toutes les violences faites au niveau conjugal. Ils ont parlé également de lutter contre les mariages forcés, notamment les mariages précoces, parce qu'ils ont dit que même au niveau de la religion, il n'est pas dit de prendre une enfant. Une personne de petit âge ne peut pas cerner tous les problèmes d'un foyer. Donc ils ont également parlé surtout de l'excision. Même la religion musulmane interdit l'excision. Elle interdit l'excision, donc c'est un point nommé. Et ils s'engagent désormais à sensibiliser et même à dénoncer des cas de pratiques de violence faites aux femmes et aux filles. Ces leaders s'engagent à être des agents du changement pour la préservation de l'intégrité physique de la femme et de la fille. Ils s'engagent également à promouvoir leur plein épanouissement dans la communauté. À Waïgouya, le département des droits humains et de la promotion civique mène un plaidoyer en faveur des personnes vivant avec un handicap physique. La situation des enfants en milieu scolaire préoccupe le plus, d'où l'implication des OSC pour l'application des textes législatifs et réglementaires en la matière. La stigmatisation des personnes handicapées doit relever du passé. Béléman Herman Toé. Cet atelier de plaidoyer vise à impliquer davantage les acteurs non étatiques de la région du Nord dans l'atteinte de l'inclusion effective des enfants handicapés physiques en milieu scolaire. Une inclusion qui va permettre d'assurer l'égalité des chances aux personnes handicapées ainsi que l'effectivité de leurs droits. C'est un accompagnement que ce ministère entend faire au ministère en charge de l'Éducation nationale pour que tout enfant, quel qu'il soit, qu'il vive avec un handicap, quel que soit le handicap, qu'il puisse avoir donc toutes les communautés nécessaires pour en tout cas suivre l'éducation, qu'il n'y ait pas une marginalisation. Des communications sur le cadre juridique, l'état de mise en œuvre du droit à l'éducation des enfants handicapés et le rôle des acteurs non étatiques ont été présentés aux participants. Chaque année, chaque jour, on parle de ça, mais vraiment, pas tout le monde qui a accès à gagner des droits. Comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ce qu'ils nous forment là, ça va être fait? Pour atteindre ces objectifs-là, comme vous vous en doutez, c'est commencer par la sensibilisation. C'est pourquoi nous avons invité un certain nombre d'acteurs, les leaders d'opinion, les acteurs de l'éducation, les OST même, que ces personnes vivant avec un handicap-là animent, et bien d'autres acteurs techniques pour quand même
baliser les terrains pour une inclusion effective de ces enfants. Le recensement général de la population et de l'habitat de 2006 indique que la région du Nord regorge le plus grand taux de personnes handicapées, soit 11%. Pour une meilleure atteinte de l'effectivité des droits des personnes handicapées physiques au Burkina Faso, la conjugaison des efforts de tous les acteurs est nécessaire. Un second atelier est prévu se tenir les jours à venir dans la région du Centre-Ouest. À la demande de la police nationale et de la garde de la sécurité pénitentiaire, les instructeurs de l'école militaire et technique de Ouagadougou ont pour la première fois conduit des stages spécifiques destinés aux fonctionnaires de ces administrations. Ces stages sont importants pour les corps paramilitaires en ce qui concerne par exemple la maintenance donc, de leurs armes de service. Les précisions donc avec Yolande Lompo. Ils sont pour la plupart assistants de police ou de garde de sécurité pénitentiaire. Au nombre de 14, ces stagiaires de la première promotion paramilitaire en gestion des matériels et des approvisionnements et en armement petit calibre ont donné le meilleur d'eux pendant 6 semaines, et ce malgré les difficultés. Il y a le volume horaire qu'on a estimé insuffisant. Donc on a suggéré que voilà, les promotions à venir, qu'on puisse augmenter cela. Nous, on était à l'externat. On a souhaité qu'à l'avenir, on puisse héberger les stagiaires et en plus, on a parlé de la confection de tenues, voilà, et une visite d'études voilà, sur les terrains. Selon leurs parrains, au-delà des connaissances acquises, ces stages constituent une cohésion entre les différentes forces de sécurité et de défense. Dans les institutions aussi bien paramilitaires que militaires, les armes sont des objets sensibles, d'où effectivement des précautions particulières quant à leur conservation, ce que nous appelons en langage militaire approvisionnement, et également quant à leur utilisation. Voilà pourquoi nous avons conçu ce module-là au profit des paramilitaires. Donc c'est des gens, en fait c'est du perfectionnement que nous faisons à leur profit, si bien qu'effectivement nous sommes très satisfaits de cette formation. En tout cas ils ont révélé de moins de grandes connaissances quant aux approvisionnements et également à l'utilisation des armes de petit calibre. L'EMTO ambitionne de devenir un centre d'excellence régional. Et dès l'année prochaine, ces stages devraient être ouverts à d'autres corps paramilitaires et à des partenaires comme l'ONEA. La chaîne de solidarité, elle, est loin d'être rompue à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Cette fois, les sociétés d'assurance Reynal et l'Union des assurances vie sont au chevet des blessés de l'insurrection populaire. En plus de la compassion, ces sociétés ont remis un chèque pour la prise en charge des victimes. Le compte-rendu est de Nathalie Savadoko. Les sociétés d'assurance Reynal Assurance et l'Union des assurances vie, tous membres du groupe Sounou, expriment leur solidarité et leur compassion envers les blessés des événements des 30 et 31 octobre au Burkina Faso. Et cette main tendue des deux sociétés citoyennes à la direction du centre hospitalier national Yalgado Ouedraogo vaut au total 1 million de francs CFA. Par ce geste, les deux sociétés entendent apporter leur contribution pour l'amélioration de la prise en charge des blessés. C'est un geste qui manifeste la citoyenneté de notre entreprise. Parce que vous savez, à Reynal Assurance, nous avons une charte qualité et dans laquelle nous déclinons des engagements vis-à-vis de notre clientèle et vis-à-vis des populations de notre pays. Et au nombre de ces engagements, nous avons la citoyenneté et la cordialité. Ça veut dire que notre entreprise ayant une vocation commerciale, certes, elle a un vécu social et elle essaie d'incarner au quotidien de la cordialité pour les populations et aussi de montrer qu'elle est citoyenne et d'encourager la citoyenneté dans notre pays. Depuis le début de l'événement, l'hôpital Yalgado Ouedraogo est au centre de cette solidarité nationale. Et le premier responsable rend hommage aux professionnels des assurances. Toutes ces contributions, du fait qu'elles ont facilité et continuent de faciliter la prise en charge des blessés, vraiment ont permis justement d'apaiser les cœurs, permettent certainement de prédisposer davantage les esprits à la réconciliation et qui montrent à la face du monde entier que les Burkinabés sont capables de dépassement, d'élévation, que même dans la difficulté, ils ont cette force après des incompréhensions de pouvoir se ressaisir rapidement.
Robert Sangaré a indiqué que conformément aux instructions données par le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, tous les blessés admis à l'hôpital Yalgado Ouedraogo seront suivis et traités jusqu'à guérison. Voilà, c'est tout pour cette édition de 20h qui a commencé en retard. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h15 pour la synthèse de l'actualité. Bonsoir.